Est-ce que Madame Jolivet voulait réagir, je crois. Avec grand plaisir, juste parce que pour éclaircir le sens de quelques mots, j'ai été très frappée par deux choses dans les deux interventions. Alors pour l'intervention, je dirais solidarité financière, économique, etc. Dans le vrai vécu de la vraie vie, de mon bénévolat depuis 30 ans, je sais ce que c'est que l'âpreté des discussions dès qu'une décision et un financement dépend de deux têtes. Là, les choses se compliquent. Et en fait, toute la solidarité médico-sociale, je pense effectivement aux tarifs hébergement, tarifs perte d'autonomie, etc. Tu vois bien que les curseurs, les usagers n'y sont pas représentés, la fameuse conférence des financeurs. Il n'y a pas d'usagers qui sont pourtant les principaux payeurs du médico-social. Personnes âgées en EHPAD, ils ne sont pas prévus. On peut les inviter s'ils sont gentils. Ils sont invitables, mais ils ne sont pas prévus dans la loi. Étonnant quand même. Et alors, en gros, dans la vraie vie, pour le vivre, je veux dire, en gros, t'as l'assurance maladie qui dit ça, c'est une patate chaude, je paye pas. Qui le refile au conseil départemental qui dit ça va trop déborder dans mon budget, donc je paye pas. Et paf, ça atterrit sur le budget hébergement. Voilà, on est du niveau de la patate chaude. Et intellectuellement, c'est pas plus pensé que ça. C'est juste que la variable d'ajustement, c'est le tarif hébergement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un constat. Et je ne vois pas en période... Est-ce que je vais utiliser ce mot bateau, période de crise, période de difficultés sociales, période, etc., comme nous en vivons une depuis quelque temps, ça aide pas à dire je garde la patate chaude, quoi. Je veux dire, ça incite cruellement les esprits à repasser la patate chaude à quelqu'un d'autre. Et puis, dans l'intervention de Paul Loup, je voudrais juste revenir pour être sûr d'avoir compris, parce que moi, je suis pas aussi intelligente que toi, et tu parlais donc des solidarités. Les solidarités corrigent les injustices. Je voudrais savoir si j'ai compris ou si j'ai pas compris. Par exemple, tu as parlé des solidarités qui ne sont pas égoïstes, coalition d'intérêts. Exemple pour moi de ce qu'est une coalition d'intérêts non égoïste, c'est je me vaccine pour pas être malade et en même temps coalition d'intérêts, je protège les autres. La vaccination, c'est l'exemple type de la solidarité de coalition d'intérêts. À part que, vous irez juste vous promener sur le chiffre du nombre de médecins vaccinés à l'hôpital, le pourcentage de médecins qui se vaccinent salariés de l'hôpital. Je vous invite à aller chercher le chiffre. Voilà, donc vous voyez que les solidarités qui compensent les injustices peuvent être quand même un peu difficiles à déclencher avec un aiguillon efficace. La solidarité compensant les injustices de type altruiste, c'est clairement la culture du bénévolat. D'accord ? Moi, je suis payée depuis 30 ans avec des cafés. Souvent pas bons d'ailleurs. Et puis, entre les deux, il y a les cultures, les solidarités de valeurs. Alors, on a beaucoup parlé des valeurs républicaines, des valeurs sociales, des valeurs... Enfin, j'en sais rien, je veux dire, c'est mis à toutes les sauces. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de valeurs. Et moi, ce qui m'a frappé dans ton exposé, c'est le problème des sentiments. Quand tu parlais des enfants qui disaient, voilà, les limites des sentiments. Vous savez que moi, en 30 ans, j'ai vu exploser le nombre de grilles d'évaluation. Alors, c'est l'évaluation de la douleur à l'hôpital, la grille d'évaluation des non-communicants à la douleur, les grilles d'évaluation de la qualité de vie, les grilles d'évaluation de la souffrance au travail.
les grilles d'évaluation de l'épuisement des aidants, le fardeau de Zarit, etc., etc. Donc, la scientifisation, je dois faire un néologisme là, des grilles qui voudraient aider les décisionnaires et les financeurs à mettre le curseur au bon endroit dans la réponse à la bonne grille. Et bien, mes enfants, est-ce que vous avez une grille des sentiments ? Est-ce que vous avez la grille des sentiments, des sentiments conjugaux, des sentiments fraternels, des sentiments... on n'a pas de grille. Jusqu'où peut-on demander le sacrifice au nom des sentiments ? Je vais devoir me résoudre à placer mon père dans un EHPAD. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'aime plus ? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus accès aux ressources physiques, etc., pour pouvoir ne pas avoir besoin de le placer ? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'aime plus son père quand elle le place ? Avons-nous une grille des sentiments ? Jusqu'où les sentiments que nous avons nous astreignent à un devoir d'aide et d'accompagnement quand la personne est devenue obsolète. D'accord. Donc c'est pas mesurable tout ça. Quand est-ce que ton cœur se brise à l'idée de devoir renoncer à cette relation d'intimité, d'amour, de préparer un repas pour quelqu'un qu'on aime, de lui donner envie de manger? Quand est-ce que ça peut se mesurer, ces choses-là ? Donc simplement pour vous dire que tout n'est pas classifiable, tronçonnable, comparable, et qu'il y a des mots essentiels dans la vie qui sont je t'aime. Et je t'aime et j'essaierai de faire du mieux possible jusqu'au bout du mot possible. Et ce n'est pas les administrations ou les politiques qui doivent fixer le curseur de mots possibles. Ce n'est pas non plus l'amour qui fixe les limites de mots possibles. C'est un étrange amalgame de tout ce qui vous fait vous et tout ce qui me fait moi. Nous sommes uniques, comparables à nul autre. Et ce curseur-là, je ne crois pas que quelqu'un n'ait jamais pu le démontrer. Merci pour ces remarques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît ? Oui, je suis directeur d'hôpital sanitaire et médico-social. Je voulais poser une question, parce qu'on parle beaucoup du Danemark actuellement, notamment en gériatrie, mais pas seulement. Et est-ce que les questions de solidarité dont vous parliez, le philosophe, là, monsieur Veldebuck, est-ce qu'on peut les comparer à la solidarité fiscale ? Parce que actuellement, déjà en France, dès qu'il y a quelque chose qui va mal, on va voir l'Allemagne ou les Scandinaves qui ont plus de problèmes sociaux que nous. Et puis, quand on voit des sondages, il y a des émissions aussi là-dessus sur le Danemark, des sondages dans la rue, genre micro-trottoir, on s'aperçoit que les Danois sont contents de payer leurs impôts. Je pense que si on faisait ça en France, ce ne serait pas tout à fait le même résultat. Donc je voulais savoir si pour vous, le défaut de solidarité envers l'autre, envers l'autonomie, il est du même ressort que le défaut de solidarité fiscale. Le temps de réfléchir, on va prendre une deuxième question, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur Varnet, je suis médecin généraliste en retraite. J'ai été particulièrement choqué par votre dernière phrase, votre conclusion. La solidarité n'est pas naturelle. Je suis profondément détruit par cette conclusion. C'est plus une réflexion et sujet de discussion. Je suis médecin gériatre. La maladie de type Alzheimer, les maladies de type Alzheimer
n'ont été reconnues en tant que telles que vers les années fin 95, et nous étions allés avec l'espace éthique, avec Emmanuel Hirsch et Catherine Olivet, pour faire en sorte que les maladies de type Alzheimer soient reconnues à 100%, en ALD 100%, puisque avant elles faisaient partie des maladies psychiatriques. Or, la perte d'autonomie fait partie intégrante des maladies de type Alzheimer. Un cancer, il est soigné jusqu'au bout avec des thérapeutiques excessivement chères. Si on considère que la maladie de type Alzheimer est une maladie à part entière et que la perte d'autonomie est liée entièrement à la maladie de type Alzheimer, il devrait y avoir une prise en charge beaucoup plus importante. Deuxièmement, l'État s'est désolidarisé au fur et à mesure des parties hébergement, puisque maintenant on joue au Monopoly et que vous regardez dans les villes, les maisons de retraite, les EHPAD, sont pratiquement tenus par 4 grands groupes d'origine hôtelière. Et l'hébergement explose. Alors qu'avant, il y avait quand même des EHPAD liés à la municipalité dans les petites villes, etc. Troisièmement, effectivement, il y a eu, parce que j'ai vu que dans les chapitres, on parlait d'éventuellement les assurances complémentaires, le 5e risque. Moi, j'ai connu dans les années 86, on parlait de la dépendance pour faire acheter aux gens des assurances dépendance. Et 20 ans, 30 ans après, je me suis trouvée experte pour les gens qui avaient payé ces assurances. Dans très peu de cas, on pouvait redistribuer de l'argent aux gens. Donc il y a eu quand même, c'est le principe des assurances, mais je peux vous assurer que, et j'ai essayé d'être large, et c'était très difficile de redistribuer cet argent. Et dernièrement, je rejoins Catherine Olivet, quand on a un couple de personnes très âgées à la maison, dont l'un a une maladie d'Alzheimer et l'autre est aussi âgé et ne peut plus faire face, mais on n'en peut pas en placer un. Comment paye-t-on le loyer de l'un et l'hébergement de l'autre? Et lorsque les gens sont propriétaires, ils ont le droit à très peu d'aide. Autant avant, l'APA ne dépendait pas des revenus, mais maintenant ça dépend de plus en plus des revenus. Enfin voilà, c'était plus des sources de réflexion qu'autre chose. Je vais répondre sur les différentes questions. Je vais prendre peut-être la plus brûlante. Moi, je trouve que finalement dire des choses choquantes, c'est bien. Enfin, je veux dire, dans une réunion d'éthique, ça veut dire qu'on est vraiment dans une journée d'éthique s'il y a des sentiments d'indignation et des désaccords qui émergent. J'ai pas exactement dit que la solidarité n'était pas naturelle, c'est pas exactement ma phrase. J'ai dit que, je sais plus exactement ce qu'elle était, mais que les obligations, que les obligations filiales n'étaient pas des obligations naturelles. J'ai dit quelque chose comme ça, ou que ce n'est pas naturel que les enfants prennent en charge, voilà. Ou que la solidarité familiale n'était pas naturelle. Voilà. Je pense que il peut y avoir des familles qui sont très très peu solidaires. Voilà, il peut y avoir de la solidarité, il peut y avoir aussi une grande absence de solidarité, des conflits immenses. Comme me le soufflait Catherine Olivet, dans la jungle, il y a assez peu de solidarité. Il y a aussi de la solidarité, mais il y a assez peu de solidarité. Le propos était de dire qu'on ne peut pas fonder notre modèle social sur un fondement aussi fragile que la solidarité familiale, parce qu'elle est évidemment erratique, elle est soumise à des tensions, à des conflits, voilà. Et que si on fonde notre modèle de solidarité sur la solidarité familiale, alors on crée des injustices. Voilà. Parce que entre ceux qui justement auront des familles très soutenantes, et ça veut dire qu'on est quelque part assigné à s'entendre bien avec sa famille, finalement. Je vais être très bienveillant avec mes enfants, parce que j'ai peur qu'ils me mettent en maison de retraite plus tard. Enfin, voilà. Voilà. Donc, c'est précisément pour
pour éviter ce type de biais, que je pense qu'une perspective de justice est intéressante. Mais la solidarité familiale, elle peut être évidemment très bonne, très belle. C'est pas du tout le propos. Alors, il y avait une autre question qui était sur la solidarité fiscale. Je ne sais pas si je répondrai exactement à cette question-là, mais il me semble que la fiscalité peut être est un aspect de la solution au problème de justice, mais que ce n'est pas le seul, comme j'ai essayé de le montrer, qu'il y a un aspect culturel qui est fondamental, le respect de soi dont j'ai parlé, le manque de reconnaissance, le mépris, etc., dont a beaucoup aussi parlé Catherine Olivet. Donc, mais je pense que c'est vraiment une dimension de la réponse au problème. Voilà. Petit mot pour répondre à la fois à monsieur le directeur d'hôpital et puis au témoignage. Je voudrais dire, moi je suis toujours profondément bouleversée par la guerre publique-privée parce que c'est une guerre sans fondement. Il y a 30 ans, oserais-je vraiment dire que un certain nombre d'USLD, unités de soins de longue durée, à l'hôpital étaient des unités, le mot mouroir était parfaitement adapté, avec des salles communes de 40 lits, enfin c'était impressionnant quand même, impressionnant, d'une maltraitance humaine. Et aujourd'hui, en 2020, je connais des endroits où il y a eu un cabinet de toilette pour 4 lits, quoi. Est-ce que c'est les normes du confort d'aujourd'hui? Je ne le crois pas. Enfin voilà, en EHPAD, si nous n'avions pas eu à l'époque, il y a 30 ans, l'arrivée d'un certain nombre de groupes privés qui sont venus s'installer sur le territoire. Enfin, je ne sais pas si les uns et les autres, vous êtes rentrés dans des EHPAD publics il y a 30 ans. Il y a 20 ans. S'il n'y avait pas eu l'introduction d'un principe de qualité de vie, de critères de qualité, de confort, nana, confort hôtelier, confort manger. Voilà, donc je veux simplement dire que le public, le privé, pour moi, c'est pas la guerre, c'est qui crée de l'innovation, qui crée de la justice, qui crée de l'équité. Tout le monde peut y avoir sa place, tout le monde y a sa place pour créer de l'innovation, de l'équité, de l'amélioration et de l'enrichissement, non pas des actionnaires, mais des bénéficiaires de l'accueil. D'abord, on remercie bien sûr les intervenants, mais je trouve qu'on ne devrait pas limiter notre approche au vieillissement pathologique, voire pathogène. La chance aussi dans notre société, c'est qu'on a une société où il y a des gens qui vieillissent. Et quel est le sens de ce vieillissement? S'ils vieillissent, c'est parce qu'économiquement, on a créé les conditions aussi favorables à ce vieillissement. Donc c'est plutôt pour notre société un signal qui est un signal en soi très rassurant. Maintenant, quel est le sens accordé à ce vieillissement? Comment être inventif de ce nouveau temps de vie, qui est un temps qui peut être dédié à la société, bien sûr, dédié à soi-même. Et je pense qu'il y a à être créatif de ce point de vue. Tout à l'heure, on voyait dans l'intervention de Paul Loup que les concepts de l'éthique doivent être aussi revisités. Tout à l'heure, on évoquera les questions de bienveillance, comment une société devient bienveillante. Et j'observe, puisqu'on a passé une convention avec la ville de Nice en septembre dernier, qu'on a commencé à mettre en œuvre avec Fabrice Gilles et avec le maire de Nice et toutes les équipes municipales, on peut mobiliser une cité au service non pas d'une vieillesse malade, et on ne la néglige pas, puisque depuis 1995, et Corinne y a été associée, on travaille à la question du vieillissement pathologique et comment des réponses sociales peuvent être apportées, y compris d'ailleurs avec les technologies, au service de la personne pour préserver sa vie au domicile. La vraie question, me semble-t-il, doit être abordée aujourd'hui d'un point de vue politique et d'un point de vue mobilisation citoyenne. C'est-à-dire comment ne pas être, j'allais dire, à l'égard de personnes qui vieillissent, ni dans le déni,
ni dans la stigmatisation, ni dans le renoncement ou le refus social. Et un dernier point, le grand modèle pour nous à l'espace éthique, on a dans chacune des dimensions qui sont les nôtres, MMD, maladies neurodégénératives, vieillissement, mais tant d'autres situations, on a des modèles. Et pour nous, un modèle associatif convaincant, c'est l'association Hold Up. Hold Up, c'est des personnes dans le grand âge qui ont décidé d'investir la cité par un questionnement, non pas en termes de demande, de sollicitude et de compassion, mais en termes de place significative pour être reconnues pour ce qu'elles sont, dans ce qu'elles font. Et quand vous regardez le modèle que développe Hold Up, à travers des personnalités totalement remarquables, moyenne d'âge entre 80 et 85 ans, vous voyez qu'il y a une créativité, il y a des ressources, j'allais dire, il y a tout un ensemble de catégories peut-être du vieux monde qui pourraient servir très utilement notre nouveau monde. Et puis le dernier point du dernier point, c'est vrai qu'on va beaucoup sur le terrain. Fabrice Zil aujourd'hui organise des forums délocalisés au niveau de la région Île-de-France, mais on est aussi sur le terrain des EHPAD en province ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de vulnérabilité par rapport au handicap. Et c'est vrai que depuis des années, il y a une montée en puissance d'une conscience en termes de dignité, en termes de valeurs, très incarnée d'ailleurs par les professionnels, par le milieu associatif. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on soutienne, c'est-à-dire qu'on valide cet effort qui est réalisé. On est impressionné. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous envie d'aller dans un EHPAD pour voir ce qui s'y passe. Mais quelquefois, il se passe davantage dans un EHPAD que dans certains lieux de la société. Il y a une créativité, c'est la même chose dans les hôpitaux, dans les établissements hospitaliers. Je veux dire par là que, et je termine sur ce point-là, pour nous, l'approche éthique est une approche politique. Et pas uniquement en termes de solidarité et de justice, mais en termes de lucidité, c'est-à-dire comment une société doit être comprise dans ses composantes. Et comment la richesse d'une société, c'est en capacité, non pas d'assimiler ces composantes, mais de prendre en compte leur diversité, leurs ressources, leurs capacités, leurs capacités. Et on verra que la question de la perte d'autonomie se posera moins, comme on le voit, et je termine sur ma terminaison, si vous avez beaucoup frappé dans notre itinéraire, c'est le jour où on a dit vis-à-vis de personnes en situation de vulnérabilité ou de dépendante, ne cherchons pas à les comprendre dans ce qu'elles ne peuvent plus faire, mais le reconnaître dans ce qu'elles sont encore capacité de faire. C'est toute la problématique de la capacité. Et notre société, c'est pas une épreuve, d'ailleurs dans le titre, c'est plutôt un défi. Et comment on va surmonter ce défi, comme on en a surmonté d'autres. Merci beaucoup.